Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo concernant la séquence sur le bruit et la musique. On va s'intéresser aujourd'hui à une question importante qui est pourquoi utiliser le bruit en musique. On a vu déjà sur une écoute, notamment sur Rhône, qu'on pouvait utiliser le bruit pour transformer des sons instrumentaux, des sons déjà connus, pour les rendre tout à fait nouveaux. On va voir maintenant qu'on peut utiliser le bruit pour faire d'autres choses et même des fois dénoncer la politique d'un pays, protester, manifester son opinion à travers l'utilisation du bruit. Je vous rappelle que de ces 6 écoutes, il y aura donc un QCM en fin de séquence. Je vous donnerai la date par Pronote, donc consultez bien votre agenda Pronote pour vous tenir au courant du moment où va être programmé donc, ce QCM. Vous serez interrogé sur l'ensemble des écoutes de cette séquence. Bien, commençons. Cette écoute numéro 6 est un peu particulière. Il s'agit donc de Star Spangled Banner, donc, qui est l'hymne américain. En description, je vais vous laisser donc la version originale de ce morceau, donc, qui est, je vous rappelle, l'hymne des États-Unis. Et vous aurez aussi en description la version que Jimi Hendrix en a fait à Woodstock en 1969. C'est ce qu'on vous demande dans cette première partie, dans cette première question. On vous demande, est-ce que tu reconnais cette œuvre ? Il est vrai que l'hymne américain est quand même connu et reconnu, puisqu'il est joué dans des matchs, il est joué à certaines parties, dans certaines conditions, certains événements. Et c'est vrai que c'est un hymne qui est devenu maintenant assez commun, on le connaît. On vous demande ensuite comment il est traité. Alors, si vous avez pris le temps d'écouter, je vais donner la réponse tout de suite, mais je vous encourage à mettre en pause ma vidéo pour aller écouter, déjà cliquez sur le lien en bas en rapport avec la vidéo sur Jimi Hendrix, écoutez d'abord sa version et revenez ensuite à ma vidéo pour répondre et pour comprendre un petit peu les raisons de cette séquence. Voilà, donc je pense que vous avez eu le temps de mettre la vidéo en pause. Alors, comment est-elle traitée ? Comment est-elle traitée cette œuvre ? Bon, Jimi Hendrix, concrètement, utilise sa guitare et il utilise surtout son style qui est le rock'n'roll. Okay, il utilise le rock'n'roll pour jouer cet hymne et en même temps, on sent bien qu'il rajoute des choses, il rajoute concrètement des bruits. Il fait des choses avec sa guitare qui sont censées rappeler certaines choses, certains sons. Notamment, je vous rappelle que nous sommes donc en 1969 et les États-Unis sont engagés dans un conflit qui fait écho à la guerre froide, et ce conflit, c'est la guerre du Vietnam. Donc les États-Unis sont engagés sur une période de 10 ans dans ce conflit, qui va faire beaucoup de morts, notamment du côté vietnamien, beaucoup aussi du côté américain. C'est la raison pour laquelle ce conflit va être très mal vu par l'opinion publique, à tel point que l'opinion proteste vivement son mécontentement par rapport à ce conflit, par des manifestations, véritablement dans les rues, par des actes artistiques, comme on va le voir maintenant. Bref, par plein de différents médias, l'opinion publique est totalement contre cette guerre, et ça, sur toute la fin de ce conflit, l'opinion va être totalement contre son gouvernement. C'est dans ce contexte que se déroule donc ce festival Woodstock. Alors, un festival, je vous le rappelle, c'est un moment musical qui se déroule sur plusieurs jours, dans lequel vous allez avoir à chaque jour une programmation de concerts, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs concerts par jour, plusieurs artistes par jour. Ce festival, Woodstock, devait durer 3 jours, et il avait comme slogan 3 jours de paix et de musique. Au départ, en fait, les organisateurs pensaient accueillir à peu près 50 000 personnes, ce qui est déjà un beau festival. Moralité, le festival a dû être rallongé d'une journée supplémentaire, donc 4 jours, et ils auront accueilli pas moins d'un demi-million de personnes. 500 000 personnes, un peu plus de 500 000 personnes, pendant ces 4 jours. Ça a été l'un des rassemblements musicaux les plus emblématiques du XXe siècle, voire peut-être même le plus emblématique, car il a accueilli des artistes reconnus déjà de par le monde. Certains n'étaient même d'ailleurs pas connus, mais se sont fait connaître par ce festival. Et surtout, ça a été vraiment un moment retentissant, artistiquement parlant. Déjà parce que ça a été un moment de partage. Alors je m'explique un petit peu parce que un festival, il faut bien comprendre que d'abord, son entrée est payante.
Le premier jour, quand les personnes sont arrivées, le public est arrivé, il y a eu tellement de public, c'est-à-dire déjà le premier jour, on dépassait les 50 000 personnes. Le premier jour, le public a fini par enfoncer complètement la barrière de sécurité et devant l'afflux incessant de public, les organisateurs ont décidé de rendre le festival gratuit. D'où une popularité très rapide et d'où un afflux encore plus important de public. Mais le problème, c'est que quand vous organisez un festival pour 50 000 personnes et que vous en recevez 500 000, 10 fois plus, eh bien l'organisation est mise à mal. Et ce festival a été le théâtre de pas mal de choses assez étranges, comme par exemple un ravitaillement en eau et en vivres, en nourriture, par l'armée. Parce que il y avait au bout de la fin de la première journée plus rien à manger ni à boire sur ce festival. Donc ça a été des ravitaillements par l'armée, aide par les policiers pour pouvoir gérer cette population, cette masse, et pour pouvoir arriver à la fin du festival sans trop d'encombre. Pour arriver à ce festival, il y avait par exemple une route, et cette route était complètement encombrée avec un embouteillage de plus de 50 km. Les gens devaient se garer. Imaginez la scène, vous avez un embouteillage de 50 km totalement bloqué, vous garez votre voiture à 50 km du festival et vous faites le reste à pied. Et les gens faisaient le déplacement. C'est pour dire à quel point, même à cette époque-là, on avait conscience qu'on allait vivre à un moment exceptionnel, un moment qui allait être historique. Et ça l'était. Ça l'était puisque même encore maintenant, on en parle. Alors, je vous ai planté un petit peu le décor. Je vous ai montré quelques photos de ce festival. Vous avez pu voir que c'est quelque chose d'énorme. Hein. On arrive donc à notre Jimi Hendrix, à notre personnage qui joue l'hymne national sur scène. On est le dernier jour. Hein. Jimi Hendrix joue ça le dernier jour. Il n'y a plus grand monde. Tout le monde est à peu près parti. Il reste quand même 50 000 personnes à peu près, ce qui est déjà quand même pas mal. Et donc, il démarre son concert et à la fin donc de son concert, de son set de chansons, il entame l'hymne national sans que personne ne le sache. Personne n'était au courant qu'il allait jouer l'hymne national américain à ce moment-là, et surtout de cette façon. D'ailleurs, on peut le voir, si vous voulez réécouter l'hymne, écoutez bien ce que font le bassiste et le batteur. Ils rajoutent un petit peu de temps en temps quelques petites choses, mais en fait, ils sont totalement perdus, ils ne savent pas du tout quoi faire. Ils sont pris au dépourvu. Mais Jimi Hendrix était, lui, très conscient de ce qu'il faisait. Donc, il commence l'hymne, et donc, il entrecoupe l'hymne national, si vous écoutez bien, de bruits qu'il fait uniquement avec sa guitare. À aucun moment, il ne chante. Tous les bruits qu'il fait sont faits qu'avec sa guitare. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec sa guitare, il va imiter des bruits en rapport avec la guerre. On peut entendre, si vous avez le courage de réécouter les passages où il fait du bruit, parce que c'est vrai que c'est pas évident, vous allez entendre parfois le son d'une ambulance, vous allez entendre le son d'une explosion, le son d'un missile, d'une roquette. Vous allez entendre vraiment des bruits en rapport direct avec la guerre. Il arrive à imiter avec son instrument des bruits particulièrement reconnaissables. Et ça, s'il le fait en jouant l'hymne américain, c'est bien pour protester contre la guerre du Vietnam. Il est un petit peu la représentation musicale de ce que pense l'opinion publique. Et d'ailleurs, quand il commence à entamer l'hymne américain, on peut voir dans le public, alors dans l'extrait que je vous ai montré, on ne voit pas le public, mais il existe, si vous êtes un petit peu curieux, allez voir sur internet, il existe un bout de film où on voit si j'ai le temps de vous le mettre en description, je le mettrai, vous verrez, il existe un moment où on voit donc Jimi Hendrix de dos, et on voit le public derrière, d'ailleurs qui est un petit peu clairsemé, mais on voit que les gens sont totalement interdits, ils ne bougent plus, parce qu'ils ont vraiment la sensation qu'il se passe quelque chose d'historique, qu'ils sont en train de vivre quelque chose d'historique. Jouer l'hymne américain de cette manière-là, d'abord, c'est pas permis, c'est interdit. Il ne devrait pas. C'est un insigne national, on appelle ça un insigne national, au même titre qu'un drapeau national. On ne peut pas brûler un drapeau, c'est interdit. Et jouer l'hymne de cette manière-là, c'est très mal vu, voire interdit. Et il a eu d'ailleurs des déboires avec les autorités à cause de cette version-là de l'hymne américain. Donc, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est bien sa façon de jouer l'hymne et de rajouter des bruits à l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans cette écoute. En
utilisant des bruits et en imitant des bruits de la guerre, il manifeste son mécontentement. Autrement dit, il utilise des bruits pour manifester son mécontentement politique. Utiliser des bruits à des fins de manifestation. Et c'est là l'intérêt de cette écoute. Alors, on va déjà noter tout ça. La raison pour laquelle il le fait, je vous l'ai dit, donc c'est une manifestation politique de son mécontentement, une manifestation musicale de son mécontentement politique, et il le fait savoir sa façon de jouer et d'utiliser les bruits. C'est surtout ça, il utilise les bruits pour manifester son mécontentement. Voilà. Il est contre donc la guerre du Vietnam et il utilise les bruits pour dégrader l'hymne américain. De cette manière, il montre son désaccord avec la politique des USA. Utiliser les bruits de cette manière-là est pour le coup assez novateur. À cette époque-là, on n'a pas encore vraiment d'exemple d'utilisation des bruits pour montrer un mécontentement politique. C'est pour ça que ce qu'il fait est totalement subjugant, totalement étonnant, et le public le sent bien. Le public sent qu'on assiste à quelque chose de tout à fait nouveau et étonnant. Un petit point de synthèse je vais simplement dans cette partie-là redire un petit peu ce que j'ai déjà dit, mais aller un petit peu plus loin, notamment sur le côté technique. Alors, déjà, je vais renoter ce qu'on a déjà donné. Donc, l'interprétation de Jimi Hendrix montre son désaccord envers son pays. Il est donc contre la guerre du Vietnam. Je suis désolé, hein, c'est un petit peu de la redite, mais c'est pour bien ancrer l'idée. Pour cela, donc, il utilise un style de musique fort, puissant et connu pour sa philosophie revendicatrice. Revendicatrice qui manifeste quelque chose. Okay, donc, pour le coup, le style de musique fort, c'est bien le rock'n'roll, hein. Il est issu du rock'n'roll, totalement. Jimi Hendrix est un pur produit du rock. Il utilise aussi son instrument de prédilection, ici la guitare électrique, pour imiter les bruits des combats. Donc je vais remettre quelques exemples. Hein. On a bien entendu des cris, on a entendu des bombes, on entend aussi une sirène ou une ambulance aussi. Alors, pour faire tous ces bruits, il va utiliser sa guitare au maximum de ses capacités. Il va aller chercher ce qu'on appelle des effets. Et même aller un peu plus loin, des effets de distorsion. Distordre le son, ça va permettre d'aller chercher des sonorités totalement inouïes. Encore une fois, on va chercher des sonorités originales. Et la distorsion va permettre ça, justement. Et en plus de ça, va permettre de montrer aussi son mécontentement. La distorsion, elle est aussi un point important du rock. Dans le rock, on va utiliser aussi des sons saturés, des sons très puissants. Et la distorsion va amener cette puissance et ce côté très revendicateur qui manifeste quelque chose, quoi. Le rock est un genre qui manifeste un mécontentement, manifeste une idée, une idéologie. Donc la distorsion, on va la trouver sous deux formes. D'abord, avec un effet qui s'appelle l'overdrive. Donc l'overdrive, c'est un effet de saturation. On va pousser en quelque sorte le volume de la guitare au maximum et ça va créer une distorsion du son, quelque chose de très agressif. Ou encore, il y a un autre effet qu'on utilise aussi, qui est l'effet Larsen. Alors l'effet Larsen, c'est un peu particulier. C'est ce qu'on appelle une boucle audio. Une boucle audio qui va être de plus en plus forte si on la laisse se développer. C'est un effet qui peut être destructeur pour le matériel et aussi très destructeur pour vos oreilles. Imaginez bien que cet effet, plus il y a d'ampli, plus il est puissant et plus on peut jouer avec et plus il peut être destructeur. Donc il joue avec cet effet-là pour rajouter cet effet de distorsion supplémentaire qui est très caractéristique du Larsen et manifestation d'une idéologie rock. Voilà. Donc ces deux effets-là, ils sont vraiment très importants à connaître. Overdrive et Larsen. Voilà pour ce qui est de cette écoute. Retenez surtout que ici Jimi Hendrix
utilise des bruits pour montrer son mécontentement et dégrade un hymne national, une musique très connue et caractéristique d'un pays, pour montrer son mécontentement en utilisant des bruits. Je me permets un dernier point sur les atteintes de l'audition. Alors, j'en ai parlé juste avant avec le Larsen qui peut avoir une incidence énorme sur votre ouïe et votre perception auditive. Un petit diagramme très rapide pour vous montrer un petit peu les seuils, les différents seuils et de danger et de douleur que peuvent engendrer le son. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'échelle des décibels parce qu'on n'a pas trop de temps malheureusement, mais voilà, retenez que ce diagramme est très important et vous montre les différents niveaux. Moi, je voudrais m'intéresser aux atteintes de l'audition. 3 atteintes qu'on peut rencontrer malheureusement: la surdité, les acouphènes et l'hyperacousie. Donc on va simplement se retenir des passages de ces 3 atteintes. Donc la surdité, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc la surdité, elle peut être temporaire. Par exemple, vous assistez à un concert un petit peu fort, vous pouvez risquer, si vous n'êtes pas, si votre oreille est fatiguée, une surdité temporaire. C'est-à-dire concrètement, vous n'allez rien entendre pendant un laps de temps. Ça peut se donner en quelques minutes, comme en termes d'heures, voire de jours. Il existe aussi des surdités qu'on appelle légères et moyennes, voire sévères. Et là, on parle carrément de cellules ciliées. Donc, à l'intérieur de votre oreille, vous allez avoir ce qu'on appelle la cochlée. Et dans cette cochlée, vous allez avoir des cellules ciliées, des sortes de petits poils, des petits cils, qui avec le temps se cassent. Et malheureusement, ces cellules ne repoussent pas. Ce qui fait malheureusement, on devient sourd au fur et à mesure. C'est une des causes de la surdité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à votre oreille et à votre façon d'écouter. Les acouphènes, ce sont des atteintes qui sont plus neurologiques. C'est cette espèce de bourdonnement qu'on peut entendre quand vous écoutez une musique très longtemps ou que votre oreille commence à être fatiguée. Les acouphènes sont un des premiers signes d'une surdité, ou d'un début de surdité. Donc il faut faire très attention quand vous commencez à avoir des acouphènes ou entendre un son persistant désagréable. C'est qu'il faut faire reposer votre oreille. Je vous rappelle que votre oreille, elle a besoin de 8 heures vraiment de repos complet. En général, bizarrement, ça correspond aussi à un sommeil complet. 8 heures de sommeil, c'est ce qu'il vous faudrait en général. Voilà. Donc, ce qu'on va retenir là-dedans, ça va être surligné, s'il vous plaît. Pour ce qui est de l'hyperacousie, j'ai envie de dire l'hyperacousie, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que vous allez être réactif au moindre bruit. Le moindre petit bruit va être une agression pour vous. C'est ce qu'on appelle une hypersensibilité. D'ailleurs, on vous dit intolérance au bruit. Le moindre petit bruit, même le plus petit, va devenir gênant et va devenir agressif à vos oreilles. Et c'est clairement traumatisant comme atteinte de l'audition. On vous dit, c'est qu'elle d'un traumatisme sonore. Donc, traumatisme sonore, ça peut être un accident. Ça peut être un bruit trop fort. Par exemple, les personnes qui sont exposées à des bruits comme des marteaux-piqueurs peuvent avoir des hyperacousies. Et souvent, ce qui est encore plus traumatisant, c'est que c'est accompagné d'acouphènes dans quasiment la moitié des cas. Voilà, ces 3 atteintes de l'audition sont à connaître pour votre QCM. J'ai envie de dire, sachez les reconnaître, mais on n'aura pas eu le temps nécessaire, notamment en cours, pour pouvoir vraiment faire un point dessus. Si j'ai le temps, on en reparlera lors du dernier cours. Exemple à l'appui, ça sera plus clair pour vous. Dans un premier temps déjà, retenez les points importants de ces 3 atteintes. Ça sera déjà pas mal. Sachant que pour le QCM, les questions, j'ai envie de dire, seront plutôt light, tranquille. Donc voilà, pas d'inquiétude. Si vous avez la moindre question par rapport à cette longue et dernière vidéo, n'hésitez pas à me la poser sur Pronote. Je reste à votre disposition, évidemment. Quant à moi, je vous dis à très vite pour votre cours. Et en tout cas, bon courage à vous et bonne révision. À bientôt.